Bonjour les amis. Alors, on va parler aujourd'hui de Donald Trump et en particulier d'un point que beaucoup se posent. Est-ce que Donald Trump est un génie ou est-ce que c'est un abruti? Moi, je dirais un peu des deux, un peu des deux. Son côté génial, ça a été, le Make America Great Again parce que c'est ce qui lui a permis de vraiment de casser la baraque et de pouvoir, se faire réélire, très haut la main et cetera. Et puis de lancer très fort, le programme qu'il avait prévu, effectivement avec Elon Musk, avec, tout ça, voilà. Et puis là, on voit que quand même, ça prend une tournure un petit peu inattendue puisque on voit que, il y a même des prédicateurs américains qui ont fait leur entrée et qui, sont là, à dire au président, à faire des prières, dans le dans le bureau ovale, à laisser un peu sous-entendre à Trump qu'il serait un peu le nouveau messie, que c'est lui qui va sauver le monde et cetera et cetera. Bon, là, effectivement, on a un peu ce côté, un peu, kitsch, et même voire un peu dangereux du truc. Politiquement, est-ce qu'il est, moi je dirais plutôt que c'est un génie politiquement. Déjà parce qu'il a réussi, ce coup de force. Deuxièmement, il a paralysé totalement les démocrates. On voit que les démocrates, il y a plus de d'opposition quasiment aux États-Unis, hein. L'opposition, se tait. Voilà, c'est tout simplement, hein, c'est il a réussi à museler l'opposition, il a réussi à museler la presse. Il y a peu de de gens qui osent prendre parti, contre lui parce qu'ils se font, immédiatement, virer de partout, voilà. Il a énormément fait de dégâts aussi, ça c'est son côté abruti. Il a fait beaucoup de dégâts dans l'armée américaine parce qu'il a voulu, heu, prendre un petit peu conserver des gens qui seraient un petit peu plus à sa botte et malheureusement, il a fait partir des généraux qui étaient quand même, des gens qui avaient de l'expérience. Et on en voit aujourd'hui un peu les conséquences, c'est que, il mène des combats qu'il n'est pas du tout sûr de pouvoir gagner parce que, là avec, l'Iran, c'est très mal parti, hein. Autant ils sont forts sur des petites opérations comme le Venezuela et cetera, où on va récupérer un président et cetera. Autant, pour l'Iran, le fait de tuer ça par contre c'est un des trucs, que lui a, suggéré, Netanyahou, c'est d'aller tuer tous les hauts dirigeants de l'Iran en disant: «Ça va décapiter le mouvement». Sauf que dans une théocratie et puis, dans un peuple, énorme comme est, l'Iran, ça ne fonctionne pas parce que, c'est pas un gars dans un bureau qui décide. C'est tout un ensemble, c'est toute une, il y a tout un État derrière et en fait, c'est pas 2 ou 3 personnes en tuant 2 ou 3 personnes, même 10 ou 20 ou 30, qu'on arrive à décapiter le système. Dès qu'un général, est tué, il est immédiatement remplacé. Dès qu'un haut dirigeant est tué, il est immédiatement remplacé et le système continue à fonctionner. Parce qu'on est dans un système complètement, et ça, c'est ce qu'il n'arrive pas à comprendre, Trump. Mais je pense qu'il s'est fait, un petit peu avoir dans l'histoire. On va parler, maintenant de son côté, un petit peu, du côté un peu financier de l'affaire. Et en particulier, on voit, mais ça on en parlera dans la deuxième partie, je vous ferai une deuxième vidéo. On s'aperçoit par exemple que Trump est, en train d'essayer de contrôler les routes, maritimes. Ça je vous en parlerai. Il contrôle déjà le Panama. Là, il contrôle le détroit d'Ormuz avec, s'il pouvait, comme il veut, trouver un moyen de s'emparer, légalement ou non du Groenland, il pourrait contrôler toute la route du Nord et puis il aimerait bien aussi contrôler une partie de l'Asie, mais là, c'est un peu plus compliqué. Mais effectivement, et vous allez comprendre pourquoi, financièrement, ça représente un danger pour lui. Alors, on va voir les chiffres un petit peu. Alors les chiffres. Qui détient la dette américaine? Alors, dans les pays qui détiennent la dette américaine, le plus gros, c'est le Japon. Ensuite vient le Royaume-Uni, la Chine,
La Belgique, c'est étonnant, mais ouais, la Belgique détient beaucoup de dettes américaines, le Canada, le Luxembourg, les îles Caïmans, la France derrière, et cetera, et cetera. Alors, le Japon, avec 1 185 milliards de dollars, en hausse de 8,6% sur un an. Le Royaume-Uni, qui a beaucoup acheté de dettes américaines entre 2024 et 2025, avec une hausse de plus de 115 milliards de dollars. Ce qui est absolument colossal, hein, pour le Royaume-Uni. La Chine, par contre, elle, a réduit ses avoirs de 86 milliards de dollars et il continue à se désengager de la dette américaine, parce que bah, ils s'aperçoivent que... Alors attendez, je vais mettre la page un peu plus. Voilà. Ils s'aperçoivent que bah, la, la- la dette américaine présente un risque, effectivement. Ensuite, nous avons la Belgique, le Luxembourg, l'Irlande, nanana. Au total, les avoirs étrangers, c'est 9 400 milliards de dollars. C'est 31% de la dette américaine publique. La dette américaine publique, à l'heure actuelle, c'est 32 000 milliards de dollars. C'est absolument colossal. Ça veut dire que les États-Unis sont depuis longtemps euh, vivent à crédit, totalement. Et ils vivent à crédit sur le dos des banques étrangères. Si le dollar venait à se casser la figure, si demain euh, les États-Unis n'étaient plus le grand pays qu'ils sont, ils risquent très très gros. Et tous ceux qui sont là risquent gros aussi. Le Japon se casserait la figure, le Royaume-Uni se casserait la figure, la Chine, on va voir que moins. Il prendrait cher, mais moins. La Belgique, par contre, prendrait très très cher, le Canada, le Luxembourg et un peu la France aussi. Parce que finalement, on est toujours un peu dans les mauvais coups. Alors, on va voir quelles sont les plus grandes banques mondiales. Alors, c'est la Chine qui domine avec 4 banques. Les États-Unis, c'est JP Morgan et Bank of America. Et l'Europe qui suit derrière. Alors, quand on voit sur le graphique, on s'aperçoit quoi? JP Morgan est largement en tête. Ensuite, c'est Bank of America. Donc, on peut se dire que les deux verts, là, c'est les Américains et c'est eux qui détiennent les plus grosses réserves financières au monde. Ben non, parce que ces quatre-là, les quatre bleus, ICBC, CCB, AgriBank of China, Bank of China, ces 4 banques-là sont chinoises. Et ces 4 banques-là, si on les additionne, ça fait plus que ça. Donc, les plus grosses banques mondiales sont actuellement chinoises, suivies par les Américains, mais elles sont chinoises. Si le Trésor américain venait à se casser la figure, pour une raison ou pour une autre, le dollar se casse la figure, la dette américaine ne vaut plus rien, etc. Qu'est-ce qui se passerait? Ces 2 banques-là, JP Morgan, Bank of America, se cassent immédiatement la gueule. Les banques chinoises prendraient cher, mais elles seraient encore debout. Parce que justement, elles sont en train de diversifier, elles achètent de l'or, elles achètent du rouble, elles achètent plein de monnaies, puisque maintenant la Chine, faisant partie des BRICS, bah, de plus en plus achète des monnaies locales pour pouvoir transformer, comment dire, pour pouvoir échanger avec les pays qui sont à côté, hein, la roupie pour l'Inde, les roubles pour la Russie, enfin, etc., etc. Donc, on voit qu'ils prendraient cher. Mais surtout, euh, les Chinois sont c'est l'usine du monde, c'est eux qui produisent le plus. Et c'est pour ça qu'on verra dans la deuxième partie. C'est eux qui produisent le plus. Mais pour transporter tout ça, la plupart de ces pays-là transportent, mais pas seulement la Chine, hein. On peut également citer le Japon, tous les pays asiatiques, Taïwan, etc., font du trafic maritime. Si le contrôle mondial du fret pouvait être effectif, bah, effectivement, les États-Unis tiendraient la Chine. Et c'est ce qu'actuellement veut Trump. Mais ça, je vous dis, on verra dans une deuxième partie. Mais ce qui est important à comprendre, c'est ça. La plus grosse réserve mondiale d'argent actuellement, c'est la Chine. C'est pas les États-Unis. Et en cas où les Américains viendraient à se casser la figure, ceux qui resteraient debout pour l'instant, c'est la Chine.
Voilà où on en est. Et là-dessus, on peut penser ce qu'on veut, Trump n'est pas un idiot, hein. Si quand on pense que si bon, j'avance un peu sur le prochain sujet, mais si on pense que si Trump, veut, détenir le Groenland, c'est pour, le pétrole. Non, c'est pas pour le pétrole, c'est pas pour bien sûr, il y a du pétrole, bien sûr, il y a des réserves, mais non. Pourquoi est-ce que le Venezuela l'intéressait? Pourquoi est-ce qu'il a mis au pas le Venezuela? Parce qu'il y a le détroit de Panama. Il veut contrôler Panama. Bon, il le contrôlait déjà en grande partie, mais là, ça y est, maintenant, il le recontrôle à nouveau. Heu, Là, il contrôle le détroit d'Ormuz. Pour l'instant, la guerre n'est certainement pas réglée, mais ils y sont arrivés, eux, à faire un blocus derrière le blocus, donc en fait, à contrôler le détroit. Le Groenland, ça permettrait de contrôler la route nord qui mène aux États-Unis. Donc, de pouvoir contrôler non seulement, ce qui vient du nord, mais également ce qui passe par l'Arctique, puisque avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de routes qui sont en train de se créer, et qui pourraient, faire en sorte que les États-Unis contrôleraient dans ce cas-là, une grosse partie du trafic, mondial. On en reviendra à la prochaine. Donc pour l'instant, je vous le dis, militairement, on peut considérer que Trump est un abruti. Heu, Politiquement, c'est plutôt bien joué. En tout cas, dans son esprit à lui. Voilà, on se revoit pour le prochain.